Bonjour tout le monde. Pour l'exercice 4, on commence par considérer la fonction f de x qui est x à la puissance 4 plus 2x carré moins 1. On s'intéresse à l'étude des racines de l'équation f de x égale à 0. Ici, c'est un exercice qui a figuré dans l'un des examens, je ne sais pas de quelle année, de 2016, 2017 peut-être. C'est pourquoi vous trouvez ici qu'il y a des détails, des questions précises. Les valeurs approchées sont à présenter par défaut avec 3 chiffres après la virgule. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Pour les travaux dirigés, pour les exercices d'application, même si on ne vous précise pas le nombre de chiffres à considérer, considérez toujours 3-4 chiffres après la virgule. Mais lorsqu'il s'agit d'un examen, évidemment, on ne va pas vous laisser comme ça. Généralement, on vous dit, voilà comment vous devez considérer les valeurs approchées. Ici, on vous dit par défaut, on peut vous dire par excès. Bon, tout le monde est frais, tout le monde, je pense, sait maintenant faire la différence entre les deux. Et on vous précise le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Alors, avant de répondre aux questions, vous savez que c'est une équation, l'équation maintenant, f de x égale à 0, et l'équation, d'abord, bon, juste vérifier l'enregistrement, c'est bon. Alors, bien, ensuite, résoudre l'équation f de x égale à 0. Ici, pour cet exemple, c'est résoudre l'équation x à la puissance 4 plus 2x carré moins 1 égale à 0. Sans analyse numérique, est-ce que vous pouvez résoudre cette équation? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Oui, monsieur. Résoudre cette équation Oui. de Oui, manière monsieur. et trouver la solution ou les solutions exactes. Oui, monsieur. X égale à x carré. Quel type d'équation nous avons ici? C'est une équation premier degré, donc tout le monde saura donc déterminer la solution. Maintenant, gx carré moins 2x plus 1 égale à 0. Évidemment, tout le monde va calculer delta et va donner ou bien factoriser et il va donner donc les racines lorsqu'il existe. X égale à 3, c'est une équation de troisième degré. Là, par contre, les choses ne sont pas faciles. Pourquoi? Parce que, quelle est la méthode ici? Évidemment, la méthode consiste à faire quoi? La méthode consiste à trouver une solution particulière. C'est chose que vous avez fait en algèbre première année. Trouver une solution particulière, factoriser donc l'équation, le polynôme, factoriser avec x moins x0 étant la solution particulière, et donc et trouver donc un produit d'un polynôme de degré 1 par un polynôme de degré 2 et pouvoir résoudre donc l'équation. Maintenant, pour x égale à 4, c'est la même chose. Donc, il faut trouver une ou deux racines donc particulières, factoriser le polynôme en utilisant la division euclidienne, par exemple, et puis résoudre l'équation. Mais, cette équation-là, nous avons une méthode plus simple pour résoudre cette équation. Quelle est cette méthode? C'est une méthode basée sur un changement de variable. Le changement de variable, c'est le changement de variable grand X égale à petit x au carré. Lorsque je pose grand X égale à petit x au carré, ça va me donner ici grand X au carré plus 2 grand X moins 1 égale à 0. Donc, j'ai obtenu ici une équation de second degré, je peux calculer delta, trouver la valeur de grand X, puis venir ici dire grand X c'est x au carré, donc, et ça va me permettre de trouver la solution. Donc, c'est une équation particulière qu'on appelle l'équation bicarrée, c'est-à-dire il n'y a pas de x à la puissance 3 ni de x, c'est-à-dire que x à la puissance 4 et x au carré. Donc, comme ça, ce changement de variable va me donner une équation de second degré. Voilà, donc c'est l'équation, elle est de cette manière. On peut la résoudre directement. Mais nous, ici, on veut appliquer donc les techniques de l'analyse numérique.
Alors, montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une seule racine r dans 0, 1. Donc, ici, une seule. Donc, la méthode, elle est claire. Nous l'avons utilisée plusieurs fois maintenant entre cours et entre la science TD dernière. f de x égale x4 plus 2x carré moins 1 sur 0,1. Donc, la méthode, nous l'avons vue plusieurs fois. C'est théorème des valeurs intermédiaires et monotonie. D'ailleurs, c'est une seule. Une seule. Hein. Existence, c'est une. Et unicité, c'est une seule. Hein. La solution existe, au moins une, c'est théorème de valeur intermédiaire. L'unicité, c'est-à-dire il y a exactement une solution, c'est la monotonie. C'est que la fonction est monotone sur son intervalle. Donc, la fonction f est continue. Ça, c'est la première condition du théorème de valeur intermédiaire. C'est un polynôme. On sait que les polynômes sont de classe infinie. Ensuite, f de 0 égale à moins 1. F de 1 égale à 1 plus 1 moins 1 égale à 1. Donc, f de 0 fois f de 1 est négatif. Ça, avec le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins une solution. Voilà. Ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Mais nous, on veut l'existence, mais aussi l'unicité. Donc, je vais considérer, étudier la monotonie plutôt. F' de x égale à 4x au cube plus 4x. Voilà. C'est bien ça. x4 plus 2x carré. La fonction étant égale à x4 Monsieur. plus... non, donc il n'y a pas de 4, il n'y a que 2. X carré, la dérivée de x4, c'est 4x3. La dérivée de x carré, c'est 2x. Il n'y a pas de 2 ici. Voilà. C'est... Notre, c'est 2x4 plus 2x carré moins 1, n'est-ce pas? La fonction. Oui. C'est difficile de travailler de cette manière à distance. Bon, en fait, la fonction ici, c'est 2. Et j'avais raison, ici, c'est 4. Voilà. 4x au cube plus 4x. Bien sûr, c'est x. Et là, c'est 4x même. Et là, c'est x au carré plus 1. C'est une dérivée qui a quel signe ici sur 0,1? Que vous pouvez écrire vos réponses dans le volet discussion. Voilà, c'est une dérivée qui est, oui, bon, c'est une fonction. Ben oui, là, je vois vos réponses. C'est une dérivée qui est positive, évidemment. Stractum, n'est-ce pas? De préférence, essayez d'écrire vos réponses et non pas de les dire oralement parce que j'ai un problème, je ne reçois pas vos réponses. Donc, c'est une fonction, la dérivée est positive, la fonction est strictement croissante. Je suis en train de lire vos réponses, c'est bien. Il y a votre camarade qui remarque là, et en 0, la dérivée est égale à 0. D'accord? Est-ce que ça pose un problème par rapport à la monotonie? Le fait que non, ça ne pose pas un problème. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la fonction doit être strictement monotone sur AB. D'accord? Donc, la fonction f' de x, elle est strictement positive sur 0,1 ouvert. Et donc, la fonction, elle est monotone, elle est croissante. Elle est même strictement croissante à l'intérieur de l'intervalle, sur l'intervalle ouvert 0,1. Donc, nous avons les deux conditions, ou les trois, qui nous permettent de dire que l'équation admet une seule solution. Je les regroupe ici. F est continu sur 0,1. F de 0 fois f de 1
est négatif, f' de x est strictement supérieur à 0 sur 0,1 ouvert. D'accord? Donc, j'ai la continuité, j'ai f de 0 fois f de 1 négatif, j'ai la monotonie. Donc, une et une seule solution. Voilà. Donc, c'est exactement cette solution, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Mais, encore une fois, il ne faut pas apprendre ces éléments par cœur. Parfois, on vous dit, montrer qu'il existe une solution. Ça ne sert à rien dans ce cas d'aller étudier la monotonie, parce qu'il existe que l'équation admet une solution, ça ne veut pas dire une seule, ça veut dire au moins une. D'accord? Il faut vraiment faire très attention par rapport à ça. D'accord? Donc, ici, admet une solution unique. Oui, c'est ce qu'on peut dire pour cet exercice. Admet une solution unique ou bien admet une seule solution. C'est la même chose. D'accord? Bien. Et cette solution, elle est notée R. Alors, montrer en utilisant la méthode de dichotomie et en prenant le premier intervalle de départ, c'est 0,1, que R appartient à 0,5, 0,75. Donc ici, voilà une autre manière d'utiliser la dichotomie. Nous avons vu la dernière fois, ou dans le cours, dans les TD, que la méthode dichotomie nous permet de trouver une solution approchée. Oui, mais elle nous permet au passage de trouver d'autres encadrements de la solution, c'est-à-dire réduire l'intervalle. Rappelez-vous des schémas que nous avons fait plusieurs fois. On commence par un intervalle AB, puis on prend la moitié de cet intervalle, puis la moitié de cette moitié, et donc l'intervalle devient de plus en plus petit. Donc c'est exactement ce qu'on nous demande ici. Donc on ne demande pas de calculer une solution approchée, mais on nous demande seulement de trouver un encadrement. Mais est-ce que la méthode de travail va être différente? Non. Nous pouvons faire comme la dernière fois. D'accord? C'est-à-dire, nous pouvons considérer A, B, le centre, qui est X, AK, BK, XK, F de AK, F de XK et F de BK. Nous avons commencé avec 0,1. L'image de 0 étant négative, l'image de 1 étant positive. XK ici, c'est 0 plus 1 sur 2, c'est 0,5. Et donc, il faut voir maintenant l'image de f de 0,5. Donc, est-ce qu'elle est positive ou négative? Qui a fait ces calculs? Écrivez vos réponses dans le volet discussion. Est-ce que certains parmi vous ont essayé de faire ces calculs? Moins 0,44, moins 0,44, moins 0,44. Parfait. Donc, ici, voilà, une solution, l'image est négative, donc d'autres ont trouvé la valeur moins 0,44, donc je vais mettre moins. Ça y est. Et là, je peux passer au niveau supérieur, à la deuxième itération. Cette deuxième itération, j'ai f de AK ici, qui est le même signe que f de XK, donc je sais que c'est AK qui va changer de valeur. Donc je vais venir ici, je vais écrire 0,5, je vais écrire 1, et là, c'est moins. Là, c'est toujours plus. BK n'a pas changé de valeur. Et je vais calculer XK ici. 1 plus 0,5, c'est 1,5. Sur 2, c'est 0,75. D'accord? Et puis, l'image de 0,75. Quel est le signe ou bien quelle est la valeur de 0,75? Ceux qui ont déjà fait les calculs. 0,44. 0,75, 0,44, 0,441. Voilà, je vois déjà une valeur qui revient beaucoup, c'est 0,44, mais d'autres ont donné des valeurs qui ne sont pas exactes. Voilà comment il faut s'assurer de ces calculs. Mais je pense que c'est 0,44 parce qu'il y a au moins 10
étudiants qui ont trouvé cette même valeur 0,44. Donc, on va dire que c'est une valeur qui est positive. Donc, négative, f de AK est négative, f de xk est positive. C'est AK, on va conserver AK, et c'est BK qui va changer de valeur. Donc, je vais pouvoir écrire ici 0,5, 0,75. Est-ce que je vais continuer à appliquer la méthode dichotomie pour répondre à la question? Est-ce que je dois ajouter d'autres itérations? Non. Non. Voilà. Ce n'est pas nécessaire d'ajouter d'autres itérations. Pourquoi? Parce que ici, au point de départ, ici, la solution était dans l'intervalle 0,1. Après une itération, nous avons localisé la solution dans l'intervalle 0,1. Et après cette itération, nous avons localisé l'intervalle dans l'intervalle 0,5, 0,75. Pourquoi je peux mettre l'intervalle ouvert ou fermé ici comme je veux? Parce que j'ai calculé f de 0,5 et j'ai calculé f de 0,75 et je sais que les deux valeurs sont différentes de 0. Donc, ça veut dire que je peux fermer l'intervalle ou le laisser ouvert, ça pose aucun problème. D'accord? Bien. Et c'est bon pour la première question. Vous voyez, il faut bien lire la question pour répondre et donner la réponse attendue. Ça ne sert à rien de calculer l'erreur ici. Personne n'a parlé de l'erreur. Il ne se fait pas de calculer valeur absolue de BK moins AK ou valeur absolue de XK moins BK. Non, on n'a pas parlé d'erreur ici. On demande donc des itérations jusqu'à localiser la racine dans l'intervalle 0,5, 0,75. C'est bon. Il n'y a pas de, on vous demande pas plus que ça. Donc, il faut bien, et ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre l'habitude à le faire, il faut bien lire la question à chaque fois. D'accord? Et répondre directement sur ce qu'on attend de cette question et ne pas appliquer la méthode de A à Z. Parce que là, on ne vous demande pas d'appliquer la méthode dichotomie jusqu'à 10-2. On vous demande seulement d'appliquer la méthode dichotomie et de localiser la racine dans un intervalle. L'autre question, on souhaite maintenant utiliser la méthode de Newton. Sur l'intervalle 0,5, 0,75, hein, nous avons réduit l'intervalle avec la méthode dichotomie et là, on souhaite continuer avec la méthode de Newton. Donc, la suite de Newton, définie par la méthode de Newton, est notée xn. Faut-il choisir x0 égale à 0,5 ou x0 égale à 0,75? Bien sûr, ce choix n'est pas aléatoire. Nous avons vu que pour la méthode de Newton, il y a une condition, ou il y a des conditions de convergence. D'accord? Donc, ces conditions de convergence, parmi les conditions de convergence, il y a une condition qui dépend, vous pouvez répondre déjà sur la discussion. Il y a une condition qui dépend de x0. Voilà. Si on veut rappeler les conditions de convergence, nous avons déjà vu ces conditions plusieurs fois. Nous avons dit que f doit être minimum de classe C2, c'est-à-dire dérivable deux fois et la dérivée, les dérivées sont continues, la dérivée seconde est continue. Nous avons f' qui est différent de 0. Nous avons f seconde qui est différent de 0. Attention, ça veut dire quoi? F' différent de 0. Ça veut dire que la fonction elle est ou bien strictement croissante ou bien strictement décroissante. Ça veut dire quoi? F seconde différent de 0. Ça veut dire que la fonction elle est ou bien convexe ou bien concave. Il n'y a pas de point d'inflexion. Bon, je peux ajouter ici f de x, comme ça, ça va être clair pour tout le monde. Tout ça, c'est sur l'intervalle qui nous intéresse, AB, l'intervalle de l'étude. Ici, c'est 0,1 ou 0,5. Ici, c'est 0,5, 0,75. Et il y a une quatrième condition, c'est que f de x, 0, fois f seconde de x, doit être positive. Il doit être de même signe. Donc, comment je vais choisir x0? Ben, je vais choisir x0 en se basant sur le signe de f seconde. Donc, je dois d'abord calculer f seconde. Donc, f de x, c'est x4 plus 2x carré moins 1.
f' de x étant égal à 4x3 plus 4x, voilà, f seconde de x est égal à 12x carré plus 4. Bien sûr, c'est une quantité qui est strictement supérieure à 0. Donc, je vais choisir quoi comme x0? Je vais choisir la valeur avec f de x0 positive, de même signe. Ben, si je reviens ici, j'ai f de 0,5 qui est négatif et j'ai f de 0,75 qui est positif. Donc ici, le bon choix de x0, c'est 0,75. D'accord? Donc, il suffit de choisir, voilà, f seconde de x positive. Donc, f de x0 doit être aussi positive. Et là, comme f de 0,5 est négative et f de 0,75 est positive, ben, je vais choisir finalement x0 égale à 0,75. Voilà comment on justifie le choix de x0. Le choix de x0 a une relation avec les conditions de convergence. Alors, regardez ici, je vais voir quelques réponses et commenter. Bon, la première réponse me dit f seconde de x égale positive sur 0,5, 0,75. C'est bon. Il faut choisir f et x0 de manière que f de x0 soit aussi positif. F seconde doit être positive. Non. F seconde doit être positive. Non, on ne peut pas le dire comme ça. F seconde, il est ou bien positive ou bien négative. C'est f de x0 qui doit suivre. D'accord? Il faut inverser. On n'impose rien à f seconde parce que f seconde, c'est une fonction. Elle est bien définie. Ou bien il est positif ou bien il est négatif. Et lorsque nous avons le signe de f seconde, là, on fait notre choix. Puis, f de 0,75 et f seconde de 0,75. Est-ce qu'il est plusieurs? Non, plusieurs ont exprimé la réponse comme étant f seconde de 0,75 et f de 0,75. Est-ce qu'il est nécessaire de calculer f seconde de 0,75? Non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Regardez la formule, il vous dit quoi? La formule, il vous dit f de x0 par rapport à f seconde de x. Pourquoi? Parce que f seconde de x, il est soit positif, soit positif, soit négatif. Donc, ça ne sert à rien de calculer f seconde de... C'est justement, j'ai juste perte de temps. Et on n'a aucune propriété qui nous demande de calculer f seconde de 0,75. Ça ne sert à rien. D'accord? Pourquoi? Parce que f seconde de x, on sait qu'elle est positive, quel que soit x. On n'a pas besoin de la valeur de f seconde de x0. Donc, je dis f seconde, je l'ai écrit quelque part ici. Voilà. F seconde, c'est là. F seconde de x est positive, quel que soit x. F x0 doit être positif. C'est le signe de f seconde qui impose le signe de f de x0. Et comme j'ai f de x0 est inférieur à 0, f de 0,75 est supérieur à 0, le seul choix possible pour assurer la convergence, c'est 0,75. Votre camarade nous a dit 0,75. Alors, x0 est comprise entre 0 et 1. Non, x0 n'est pas comprise entre 0 et 1. Pourquoi? Parce qu'on veut appliquer la méthode de Newton. On veut appliquer la méthode de Newton sur l'intervalle 0,5-0,75. Il ne faut pas, sortir de l'intervalle. Regardez la question, il vous dit quoi? On souhaite maintenant utiliser la méthode de Newton sur 0,5-0,75. Ça y est, c'est terminé pour 0,1. Nous n'allons pas revenir sur 0,1. Nous allons travailler sur 0,5, 0,75. Encore une fois,
Et là, c'est un examen, c'est l'exercice qui a figuré dans l'un des contrôles durant les dernières années. Donc, chaque question, elle est précise et elle demande quelque chose de précis. Si vous revenez sur 0,1, vous allez perdre votre temps en faisant des calculs inutiles. Bien. Donc, ici, le choix de x0 est justifié maintenant. x0 égale 0,75. Calculons x1 et x2. Évidemment, nous devons définir la formule. La formule de Newton, xn plus 1 égale à xn moins f de xn sur f' de xn. Bon, je vous ai dit la dernière fois, vous avez le choix entre garder la formule telle qu'elle est, calculer à chaque étape les images, ou bien développer et réduire la formule et puis faire le calcul une seule fois. Ici, nous n'avons que deux valeurs à calculer. Donc, les deux méthodes se valent. Il n'y a pas vraiment une différence entre les deux méthodes. Donc, chacun peut utiliser soit directement la formule, soit d'abord remplacer f de xn et f' de xn par leurs expressions, remettre au même dénominateur, simplifier et donner une fonction récurrente et faire les calculs, ou bien calculer directement x1 égale à x0 moins f de x0 sur f' de x0 qui égale 0,75 moins f de 0,75 sur f' de 0,75. Comme je vous ai dit, vous avez la formule de f de f, vous avez la formule de f', ça vous prend de taper une seule fois l'expression de f 0,75, une seule fois l'expression de f', de remplacer et puis de regrouper tout ça. Quelles sont les valeurs que vous avez trouvées pour x1? Est-ce que vous avez fait ces calculs? Je vois 0,655. Encore une réponse 0,655. Encore 0, c'est bien. Houda, Youssef, Imad, voilà. C'est bien, c'est très bien. Voilà. Donc, x1, 0,655. 3 chiffres après la virgule. Hein, c'est pas respect aux consignes. 3 chiffres après la virgule. 3 chiffres par défaut après la virgule. Voilà. Et puis, x2, de la même manière, c'est x1 moins f de x1 sur f' de x1. Quelles sont les valeurs que vous avez trouvées pour x2? Je vois déjà 0,643, 0,643. Bon, moi, j'ai pas de réponse devant moi, mais je pense que voilà, avec tous les valeurs trouvées par une dizaine de vos camarades, c'est probablement la bonne réponse. De toute façon, comme je vous ai dit la dernière fois, je vous ai dit que à la fin, lorsque nous allons terminer la série, je vais partager la solution détaillée, rédigée et avec toutes les valeurs calculées et vérifiées. 0,643. Voilà. Donc, mais c'est bien, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de faire et bien que la majorité des étudiants, au moins ceux qui suivent ces séances, essayent de faire les exercices avant, de s'entraîner, de comparer les résultats entre eux pour passer directement aux questions, si vous avez des questions ou bien si vous n'avez pas compris un passage ou autre. Mais c'est très bien donc que déjà il y a des étudiants qui ont essayé de faire les calculs et qui obtiennent de bons résultats. Alors voilà, c'est bon. On souhaite maintenant une autre question, appliquer la méthode de Lagrange dont la suite est notée xn bar. Choisir convenablement les points de départ x0 bar et x1 bar et calculer ensuite les valeurs suivantes, x2 bar et x3 bar. Alors, la séquence de Lagrange, ou bien la méthode de Lagrange,
c'est la méthode. Donc, nous avons vu la méthode de Lagrange avec AK et BK, et nous avons vu la méthode de la séquence de Lagrange. Attention, il y a une petite différence. D'accord? Quelle est cette différence? C'est que la méthode de la séquence, nous l'avons vu avec la méthode de Newton. Nous avons dit que c'est une variante de la méthode de Newton. Quelle est donc cette méthode de la séquence? Parfois, on dit de Lagrange. C'est une méthode qui détermine xk de la manière suivante. Bon. La méthode de Lagrange, vous avez AK, f de AK, vous avez BK, f de BK, vous tracez la droite qui passe par les points AK et BK, la droite AK, BK, il coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse, alors, xk, 0, point d'abscisse xk. Ça, c'est la méthode de Lagrange habituelle. Ici, on utilise AK égale xk-1. Alors, le point AK égale xk-1, f de xk-1, BK xk, bon, on va dire AK-1, et là c'est ici AK-1 et là c'est AK, xk, f de xk, et puis la droite AK-1 à BK coupe l'axe des abscisses au point xk plus 1 est 0, évidemment. 0. Donc c'est cette méthode-là. La première, on travaille toujours dans un intervalle, d'accord? Et on trace la droite ici, la droite AKBK, il coupe l'axe des abscisses au un point x0 et on refait le calcul. Ici, on ne considère pas AK et BK, on travaille directement avec les xk. On définit une suite, d'accord? C'est la méthode de la séquence. La seule différence, c'est que nous avons deux points qu'on a besoin de x0, de deux points de départ, x0, x1. Et puis, on détermine la formule ici. La formule, bah, c'est l'équation de la droite. On peut dire que ça va être, alors, x0 f de x1 moins x1 f de x0 sur x1 sur f de x1 moins f de x0. D'accord? On détermine ces valeurs-là et on fait les calculs. Bien. x3, oui. Alors, x2, alors on considère choisir convenablement les points. Vous savez, on passe d'une méthode à l'autre. Donc, on essaye de faire les approximations successives. C'est-à-dire, nous avons commencé par l'intervalle 0,1. Nous avons utilisé la méthode dichotomie pour réduire l'intervalle à 0,5, 0,75. Nous avons appliqué la méthode de Newton. Nous avons trouvé x0, choisi x0 et trouvé x1 et x2. Et là, il nous demande de choisir x0, x1. Bon, quels sont les choix possibles pour x0 bar et x1 bar? Ce que vous avez considéré comme valeur possible pour x0. X appartient à 0,5, 0,75. On peut choisir 0,5 et 0,75. Oui. Qui a fait un autre choix? Votre camarade nous a dit que il a choisi x0 bar comme x0,5 et x0 bar, x1 bar comme 0,75. C'est un choix possible, oui. Oui.
Encore, votre camarade, il a choisi x0 égale à 0,5 et x1 égale à 0,75. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un autre choix? Nous pouvons toujours choisir les dernières valeurs que nous avons calculées. Mais le problème qui va se poser, on peut penser à utiliser 0,600, étaient ces valeurs, x1 et x2, c'était 0,43 et 0,643 et 0,655. Voilà. 0,655 et 0,643. Voilà. Là, c'est une discussion importante pour comprendre donc une chose. Bon, vous avez dit 0,5, 0,75. Pourtant, nous avons 0,643, 0,655. Pourquoi la majorité a choisi cet intervalle et non pas celui-là? C'est pourquoi je vous ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a choisi autre intervalle que 0,5? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi un autre intervalle que 0,5 et 0,75? C'est une discussion importante ici. Pourquoi? Est-ce que vraiment je peux utiliser cet intervalle? Maintenant, c'est une question directe. Vous répondez par écrit. Est-ce que vous pensez que je peux considérer x bar, x0 bar et x1 bar? Est-ce que vous pensez que je peux faire ce choix? C'est pas très pratique. Oui, bon, c'est une réponse. Pas très pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a des calculs peut-être que vous trouvez donc importants. Oui, Houda, vous dites non, mais pourquoi non? Naïmad, oui, vous avez dit donc 0,5 et 0,75, c'est bon. On calcule leurs images pour faire les calculs, mais pourquoi non? Parce que, bon, votre camarade Ibrahim, donc Daouda, a dit que, c'est pas pratique. Vous savez, en mathématiques, ce n'est pas une très bonne réponse. Dire ce n'est pas pratique. Pourquoi? Parce qu'il y a des calculs, bah oui, on fait les calculs à chaque fois. Mais la réponse ou pourquoi justifier un petit peu ce choix, c'est que pour une simple raison. Ici, nous avons R appartient à cet intervalle. On le sait, nous l'avons déjà dit dans l'autre question. Ici, ce n'est pas sûr. Est-ce que c'est une méthode en considérant x bar, 0 bar et x1 bar comme 0,643 et 0,655, est-ce que la méthode ne va pas être bonne? On ne peut pas dire ça. Mais, toujours, il faut travailler sur un intervalle qui contient la solution. C'est la méthode la plus directe. Donc ici, la difficulté peut être que, en considérant ces valeurs, on essaye de gagner un petit peu en itération, mais au contraire, on se peut qu'on soit dans un intervalle qui ne contient pas la solution, et donc il faut ajouter, je ne sais pas combien d'itérations, 2, 3 itérations, juste pour revenir à l'intervalle. Donc là, l'explication, c'est qu'on peut, et de préférence, considérer 0,5 et 0,75. Pourquoi? Parce que c'est une localisation de la solution. On sait que cet intervalle contient la solution. C'est l'explication. D'accord? C'est comment peut-on expliquer donc ce choix. Voilà. Votre camarade dit oui, on peut les choisir. Ça, c'est vrai. Oui, on peut les choisir, mais nous avons déjà des valeurs. Bon, on peut les choisir, oui. Personne ne peut vous dire, vous ne pouvez pas utiliser 0,655 et 0,643 parce qu'il n'y a pas de condition. Mais
Il n'y a pas de condition sur le choix pour la méthode de la séquence. Il faut commencer par 2 points de l'intervalle. Les 2 points sont dans l'intervalle 0,5 et 0,75 qui contient la solution. La difficulté, c'est que, et ça rejoint un petit peu ce qu'a dit votre camarade, pratique, les 2 valeurs ne sont pas exactes, oui, c'est aussi une bonne explication, mais l'explication, la première explication, c'est que on sait, nous avons la certitude que la solution appartient à 0,5, 0,75, alors que pour l'autre intervalle, on ne sait pas, on doit le vérifier. Si on veut, on doit vérifier que la solution appartient à cet intervalle pour pouvoir le calculer. Oui, donc vous pouvez faire les calculs avec 0,5 et 0,75, appliquer la méthode de séquence qui demande un peu plus de calcul, et bien sûr, obtenir x bar 3. Maintenant, comment répondre à la dernière question? Quel est le rang de l'erreur commise en considérant x bar 3 comme valeur rapprochée de R? C'est la méthode de Lagrange. Donc, l'erreur ici, comment nous pouvons donc justifier et calculer ou donner l'état de grandeur de l'intervalle, de l'erreur plutôt. La méthode de Lagrange, quelles sont les méthodes? Nous avons, quels sont les tests d'erreur ou de précision que nous pouvons utiliser? Attention, nous ne pouvons pas utiliser la formule b-a sur 2 à la puissance n. Ça, c'est juste la dichotomie. D'accord? C'est juste la méthode dichotomique. Donc, Lagrange, Newton, nous ne pouvons pas. Ce qui reste, la méthode de Lagrange, pas la séquence, la méthode de la séquence dit aussi de Lagrange. Là, il ne faut pas les confondre. La méthode de Lagrange, lorsque j'ai AK et BK, je peux considérer la distance BK moins AK comme étant l'erreur, une majoration de l'erreur. Et donc, je peux calculer cette différence en valeur absolue et dire, voilà, c'est approximativement 10 moins 2 ou 10 moins 3, ou bien ainsi de suite. Et donner l'ordre de grandeur, parce qu'ici, l'ordre de grandeur, ça veut dire, on va dire que l'erreur, elle est de l'ordre de 10 moins 1, ou de 10 moins 2, ou de 10 moins 3. Donc là, ça c'est valable pour la méthode de Lagrange, qui détermine un intervalle AK et un intervalle AK-BK. Pour la méthode de Newton, de la séquence et les méthodes semblables, nous n'avons pas d'intervalle. Donc, la seule évaluation de l'erreur possible, c'est f de xk en valeur absolue. D'accord? Nous, on cherche f de xk égale à 0. Ben, si on trouve égal à 0,001, ou 3, ou 4, peu importe, donc on va dire, regardez ici, c'est une 4 chiffres après la virgule, donc c'est dans l'ordre de 10 à la puissance moins 4. C'est exactement, cette erreur, c'est 3 fois 10 à la puissance moins 4. Donc on peut dire c'est l'ordre de grandeur, c'est 3 à 10 à la puissance moins 4. Donc là aussi, ça me donne une situation importante de comprendre l'erreur par rapport à chaque méthode. Il n'y a pas une seule méthode. L'erreur, c'est toujours la valeur absolue de xk moins x bar. X bar, c'est la solution exacte, mais on ne peut pas faire de calcul avec ces définitions parce qu'on ne connaît pas x bar. Donc, nous avons des majorations d'erreur. Ces majorations, on peut le faire par b-a sur 2 à la puissance k. On peut le faire par b-k moins ak. D'accord? Ça, c'est pour chaque méthode, on peut utiliser une formule. Nous avons une deuxième erreur. Là, ça doit être inférieur à epsilon. Donc, les majorations possibles sont là. L'autre majoration possible, c'est f de xk inférieur ou égal à epsilon, la précision. D'accord? Par contre, cette condition, on peut l'utiliser avec toutes les méthodes. Toutes. D'accord? On veut que f de xk soit le plus proche de 0, donc la précision, elle est mesurée par cette valeur absolue.
Il y a troisième type de précision à considérer. D'accord? Ici, c'est majoration d'erreur. Ici, c'est le résidu, ce qu'on appelle le résidu, c'est le reste. Hein, le reste de quoi? C'est la différence entre la valeur exacte qui doit être f de x bar égale à 0 et la valeur approchée qui est f de x k qui va être égale à 0,01. C'est la différence, on parle de résidu. Et il y a la troisième méthode, c'est ce qu'on appelle l'incrément. C'est quoi l'incrément? C'est xk plus 1 moins xk. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette méthode ne permet pas d'améliorer la solution. Là, je passe de xk à xk plus 1, les valeurs sont pratiquement les mêmes. Donc, ça ne sert à rien de continuer. Donc, il y a ces trois méthodes d'évaluer l'erreur. Ici, comme on ne vous précise pas dans cette question, on ne vous précise pas quelle méthode, ben, il faut expliquer, faire son choix. Si vous avez choisi xk, f de x3 en valeur absolue, vous allez calculer f de x3 en valeur absolue, vous allez dire, voilà, c'est égal, et c'est l'erreur, elle est d'ordre temps. Si vous calculez x3 bar moins x2 bar, vous avez l'erreur de l'incrément i. Voilà, il faut bien donc situer donc, votre réponse par rapport à chaque méthode. Voilà donc par rapport à cet exercice. Voilà, j'ai ici Imad qui a fait x3 moins x2, Houda aussi, voilà, ça c'est bien. On peut aussi utiliser les autres méthodes, c'est-à-dire valeur absolue de x3 bar. C'est encore une manière d'évaluer l'erreur ou bien la précision. Alors, Ibrahim Daouda, il me dit, si on utilise l'autre intervalle, aurons-nous le même résultat? Non. Regardez, les méthodes ici ne sont pas des méthodes exactes. Elles sont des méthodes itératives avec des approximations. Lorsqu'on change l'intervalle de départ, lorsqu'on change la valeur initiale x0, x1, les valeurs vont être différentes. C'est pourquoi il faut faire les calculs, les comparer et comprendre. Lorsque vous trouvez avec votre camarade deux valeurs différentes, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est seulement erreur de calcul ou c'est erreur de choix de données? Et parfois, il n'y aurait pas d'erreur. Maintenant, la méthode de moment qu'on ne vous impose pas de conditions, vous avez tous choisi 0,5 et 0,75. Mais si l'un de vos camarades pense à utiliser 1 et 2, 0 et 1, l'intervalle initial. Le moment qu'on vous a laissé le choix, quelqu'un peut dire, bah, moi, je vais utiliser 0 et 1. Il n'y a pas de condition. Ce n'est pas comme la méthode de Newton. La méthode de Newton, il y a une condition. Et donc, tout le monde doit choisir x0 égale à 0,75. Mais pas ici pour la méthode de la séquence, il n'y a aucune condition. La seule condition, c'est que les deux points x0 et x1 doivent être dans l'intervalle de travail, 0,1 ou bien 0,75. Bien sûr, le choix adéquat, le plus exact, c'est 0,5, 0,75. Mais si quelqu'un utilise 0,1, on ne peut pas lui faire de reproche parce que là, il a respecté la démarche. Donc, par rapport à ces valeurs approchées, il faut faire très attention. Les valeurs approchées dépendent des conditions initiales. Donc, ça ne veut pas dire, lorsque vous trouvez deux valeurs qui sont différentes, qu'il y a l'un parmi vous qui a commis une erreur quelque part. Bien sûr, sauf s'il s'agit d'erreur de calcul. Là, bien sûr, on ne va pas dire le contraire. Mais il se peut que l'un choisisse 0,5, 0,75, l'autre choisit 644, 643, 655, si je me rappelle des valeurs. Et donc, les deux vont faire des calculs. Les deux vont trouver des valeurs qui sont relativement différentes, mais personne n'a une réponse fausse. D'accord? C'est pourquoi aussi, il faut distinguer entre les TD et le jour de l'examen. Le jour de l'examen, généralement, on vous impose des conditions, on vous impose des choix pour que tout le monde, pratiquement, trouve les mêmes réponses. Voilà. Sinon, il y a une marge quand même d'erreur, c'est d'erreur acceptable, on va dire, d'erreur acceptable. Chacun peut, s'il s'agit d'exercices
travaux dirigés, l'un parmi vous, il y a une autre source d'erreur. Et ça, c'est très important à le souligner. Ici, nous avons imposé dans cet exercice 3 chiffres après la virgule. S'il n'y avait pas cette condition, nous avons trouvé 0,643 et 0,655, je pense, oui. Alors, s'il n'y avait pas cette condition, peut-être que l'un parmi vous va considérer juste 0,640, 0,64 et l'autre va considérer 0,65. Et là, il n'y a pas de condition, donc il a tout à fait le droit de le faire. Si il utilise ces 2 points pour encore avancer dans les calculs, ben, il y aurait 2 valeurs différentes. Chacun va trouver des valeurs avec, bien sûr, la différence qui va commencer à partir 3e chiffre après la virgule. Est-ce que l'une des réponses est fausse? Non. Donc, il faut faire très attention par rapport à ce qu'on appelle, ce phénomène, on l'appelle propagation de l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs dans la valeur approchée déjà. Votre calculatrice vous donne 6, 4, 4, 2, 3, 1, 0, 2, voilà, et vous considérez juste ça. C'est déjà une erreur ici. C'est une erreur qui risque de se propager. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser cette valeur pour faire des calculs. Et donc, au lieu de la valeur exacte, on va prendre cette valeur approchée. Bah, regardez, il y a déjà l'erreur ici, elle est d'ordre de 10 moins 4, mais c'est une erreur quand même. Donc, en faisant des calculs encore avec cette valeur approchée, il y aurait une partie de l'erreur qui va venir de ce choix de remplacer la valeur exacte par la valeur approchée. Donc, à un certain moment, on peut trouver 2 valeurs qui ne sont pas exactes. Dans ce cas, vous devez vérifier est-ce que vous avez travaillé, si vous comparez vos résultats avec un camarade, est-ce que vous avez travaillé avec les mêmes conditions initiales et les mêmes conditions de valeur approchée. Est-ce que vous avez pris 2 chiffres après la virgule ou 3 chiffres ou 4 chiffres après la virgule? Est-ce que vous avez considéré les valeurs par défaut ou par excès? D'accord? Efrat ou tfres. D'accord? Par défaut, c'est quoi? Je viens là, je coupe. Par excès, vous savez, s'il y a donc, je regarde le chiffre qui vient juste après. S'il est supérieur ou égal à 5, j'ajoute 1 ici. S'il est inférieur ou égal à 5, là, je trompe. Donc, c'est par défaut ou par excès. Efrat ou tfres. Donc, c'est pourquoi il faut faire très attention par rapport à ces éléments. Si vous voulez obtenir exactement les mêmes réponses, il faut travailler avec exactement les mêmes conditions. Bien. Alors. Bien. Alors, là, donc nous allons donc soit l'équation donnée par exponentielle x au carré moins 4x au carré égale à 0. Utilisez la représentation graphique ci-jointe de la fonction f de x égale à exponentielle x au carré moins 4x au carré pour localiser les 4 racines de e dans 4 intervalles d'amplitude 1 chacun. Bien sûr, chaque intervalle doit contenir une seule racine. Et par la suite, montrer qu'il y a une seule racine x bar de e dans l'intervalle 0,1. Bien sûr, ici, la localisation qu'on souhaite, c'est une localisation graphique. D'accord? Donc, bien sûr, une localisation graphique, c'est une localisation basée sur la courbe. Comme la courbe, nous l'avons ici, ben, il faut voir les, on va dire, les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc, je peux vérifier, il y a un point ici. Bon, voilà. Nous pouvons donc agrandir un petit peu ce schéma pour qu'il soit lisible. Bien, donc, nous avons ici une première solution qui correspond à ce point d'intersection. Nous avons un deuxième point d'intersection ici, c'est une deuxième solution. Troisième ici et quatrième là. D'accord? Donc ici, c'est entre moins 1,5 et moins 1. Là, c'est entre moins 1 et 0,5. Là, c'est entre 0,5 et 1. Et là, c'est entre 1 et 1,5. D'accord? Voilà. C'est
Nous avons dit des intervalles d'amplitude 1. Donc, je ne peux pas considérer moins 0,5, mais je vais dire moins 2, moins 1. C'est d'amplitude 1. Moins 2, moins 1. Je vais ensuite dire moins 1, 0. Je vais ensuite dire 0, 1 et 1, 2. Hein. Je peux aussi donner par des intervalles d'amplitude 0,5, mais là, on dit d'intervalle d'amplitude 1. Donc, je peux dire, il y a une solution dans l'intervalle moins 2, moins 1, une autre dans l'intervalle moins 1, 0, une troisième dans l'intervalle 0, 1, et une quatrième dans l'intervalle 0, plutôt 1, 2. Est-ce qu'il y a une autre méthode? Est-ce qu'il y a une autre méthode pour localiser les racines, du moment qu'on parle de localisation de racines? Oui. Alors, si on utilise la valeur absolue de f de x, oui, là, votre camarade, oui, c'est bien donc de mentionner cette réponse. Bon, je vais revenir sur la dernière question de l'autre exercice. Votre camarade Youssef a dit ici, bah, si on utilise la valeur absolue de f de xk, bah, on trouve que l'erreur, c'est 0,66. Regardez, avec la méthode de l'incrément, vos camarades ont trouvé 0,017, et avec votre méthode, vous avez trouvé 0,06. Quelles sont on va dire, les tailles de grandeur ici? C'est 10 moins 2 pour chaque réponse. Pourquoi? Parce que la première, c'est 1 fois 10 moins 2. Votre réponse, c'est 6 fois 10 moins 2. Et lorsque nous avons une constante multipliée par une précision, on dit que c'est donc l'ordre de grandeur de la précision. D'accord? Ça, c'est très important. Bah, oui, je vais donc quand même revenir sur cette question parce que la remarque de votre camarade est importante. Vous avez calculé la différence de x3 bar moins x2 bar. Vous avez trouvé que c'est 0,017. Donc ici, c'est 1 fois 10. C'est approximativement égal 10 moins 2. 10 moins 1, 10 moins 2. Ici, votre camarade a calculé la valeur absolue de f de xk et a trouvé 0,06. Donc, c'est approximativement égal 6 fois 10 moins 2. Donc, vous êtes ici sur le même ordre de grandeur. Pourquoi? L'ordre de grandeur, m est une constante entre 1 et 9, bien sûr. On ne peut pas dire ici, on ne peut pas trouver ici 14. Rappelez-vous donc le chapitre d'introduction. C'est la base décimale. Donc, m est une constante. Et fois 10 moins m. Donc, l'ordre de grandeur, grand M, petit m. L'ordre de grandeur ici, c'est 10 moins m. On considère donc la constante. Donc, vous avez, avec deux méthodes, vous avez pratiquement le même ordre de grandeur. Mais est-ce que c'est exactement la même précision? Non. Parce que, avec deux méthodes différentes, on peut trouver des précisions différentes. Mais là, dans cet exemple, nous avons trouvé pratiquement la même chose. Bon. Ça, c'est entre parenthèses pour répondre à la question de votre camarade. Donc, il nous a donné un autre élément donc, de réponse, c'est important. Alors, bien. Donc, maintenant, nous avons localisé les racines graphiquement. Et je vous ai posé la question, est-ce qu'il y a une autre méthode pour localiser les racines? Donc, ici, nous avons une localisation graphique. Nous pouvons aussi localiser les racines à travers une table de variation. J'ai par exemple une fonction ici. Je calcule les extrêmums, les minimums, les maximums et les minimums. Et je regarde. Si j'ai ici deux valeurs de signes opposés, ça veut dire qu'il y a une racine. Moins 2, moins 1. Par contre, si j'ai ici deux valeurs de même signe, donc bien sûr, ici, j'ai une racine ici, mais je n'ai pas de racine là. Là encore, moins 0,5 jusqu'au, c'est pas moins 3. Ça veut dire, là aussi, je n'ai pas de racine. Mais là, je vais mettre 4. Ça veut dire que j'ai encore une racine ici. Attention,
La localisation, ici, je ne vais pas dire x appartient à moins 3, 4. Ça peut vous paraître un petit peu pas du tout compréhensible, mais c'est une erreur qui est souvent commise. Là, c'est la valeur de f, ce n'est pas l'intervalle. C'est faux. L'intervalle, il faut venir ici. D'accord? Et regardez quelles sont les valeurs que vous avez ici pour donner l'encadrement. La même chose ici. Voilà. Donc, c'est cet intervalle-là et c'est cet intervalle-là. Cette fonction, représentée de cette manière, donc il est décroissant de 2 à moins 1, donc il va passer par l'axe des abscisses, bien sûr si on suppose qu'il est continu. Donc, il y a une première racine, elle passe de moins 1 à moins 1,5, il ne change pas de signe, donc il n'y a pas de racine. Elle passe de moins 0,5 à moins 3, elle reste toujours négative, il n'y a pas de racine. Et elle passe de moins 3 à 4, donc elle passe par 0 et il y a une racine. Mais les intervalles, il faut faire très attention, c'est une erreur répandue, on sachera que beaucoup d'étudiants donc tombent dans cette erreur, c'est que l'encadrement, l'intervalle, ce n'est pas moins 3 à 4, mais c'est cet intervalle-là, alpha, bêta, et alpha 1, bêta 1, qui sont suivant les valeurs données par la table de variation. Donc ici, nous avons deux manières pour localiser une racine. C'est soit graphiquement, soit en étudiant la fonction et en étudiant la fonction et en dressant son tableau de variation. Donc ça, c'était la première question. Il y a juste une localisation. Il n'y a pas de calcul à faire. Juste observer et localiser. Voilà. Il y a entre moins 2 et moins 1, il y a entre moins 1 0, il y a entre 0, 1, et il y a entre 1 et 2. Oui, bien sûr. Il y a 4 racines, donc 4 intervalles, et ici on vous demande de les préciser, de les donner donc en fonction dans des intervalles d'amplitude 1. C'est bon. Deuxième question, on vous demande maintenant de montrer qu'il y a une seule racine qu'on va noter x bar, mais dans 0, 1. Là, bien sûr, pour montrer, on doit utiliser les outils mathématiques que nous avons, c'est-à-dire théorème des valeurs intermédiaires et la monotonie. Donc, la fonction f est la fonction donnée par f de x égale à exponentielle x au carré exponentielle x au carré moins 4x au carré. La première des choses, est-ce que f est continu? Bien sûr, car la fonction exponentielle et la fonction 4x carré, qui est un polynôme, sont continues. D'accord? C'est une fonction qui ne s'annule pas, c'est une fonction où il n'y a pas de... C'est la somme ou la différence de deux fonctions continues. Donc, il est défini sur R, ça c'est très important. C'est-à-dire, il n'y a pas de point interdit, il est défini sur R. Quels sont les points interdits? C'est lorsque vous avez une fraction. Le dénominateur doit être non nul. Lorsque vous avez une racine carrée, ce qui est l'expression en dessous de la racine doit être positive. Lorsque vous avez une fonction arc, sinus ou cosinus, par exemple, l'argument, c'est-à-dire l'arc sinus de quoi, il doit être entre moins 1 et 1. Voilà donc comment on détermine les points interdits. Mais là, la fonction est définie sur R, il n'y a pas de point interdit. Et puis, nous avons la différence de deux fonctions continues reste continue sur son domaine de définition qui est R. Donc, en particulier sur 0, 1, il n'y a pas de problème. Ensuite, f de 0 est égal à exponentielle de 0 moins 4 fois 0 est égal à exponentielle de 0 qui est 1. f de 1 est égal à exponentielle 1 au carré, c'est exponentielle 1, moins 4 fois 1, donc égal à exponentielle moins 4. Ce qu'on peut dire de exponentielle moins 4, exponentielle 1 moins 4, évidemment, c'est une valeur qui est
c'est une valeur qui est négative, évidemment. D'accord? C'est une valeur qui est négative parce que ici, je pense que j'ai déjà dit ça, ça ne sert à rien de démontrer comme ça, de faire des démonstrations pour chercher le signe. Non, il suffit de dire, nous sommes dans un cours d'analyse numérique, et avec votre calculatrice, approximativement égale à moins, vous allez trouver 1, parce que E c'est 2,7, vous allez trouver 1,7 et vous dites que c'est négatif. Donc nous avons f de 0 fois f de 1 strictement inférieur à 0. Donc ça veut dire qu'il y a une solution, il y a au moins une solution. Maintenant reste la monotonie. La monotonie, f' de x est égal 2x exponentielle x carré moins 8x. Bien sûr, nous pouvons factoriser par 2x. C'est exponentielle x carré moins 4. Bien sûr, 2x reste positif sur 0,1. Ce que je peux dire par rapport à exponentielle x carré moins 4, elle est positive ou négative? Cette expression-là. L'expression-là, là par contre, je ne peux pas faire de calcul. C'est exponentielle x carré. Est-ce qu'elle est positive ou négative? J'ai déjà des réponses, 2 ou 3 réponses de vos camarades qui me disent que c'est une expression qui est bien négative. Pourquoi? Parce que je peux utiliser la monotonie de la fonction exponentielle. J'ai x comprise entre 0 et 1, x carré toujours entre 0 et 1, exponentielle x carré, il est entre exponentielle 0 et exponentielle 1. Pourquoi? Parce que exponentielle est une fonction qui est croissante. Donc, elle va conserver l'ordre. Et donc, j'aurai exponentielle x au carré moins 4 qui est comprise entre 1 moins 4 et e moins 4. Vous voyez? Exponentielle 1 ici, c'est 1. Donc, c'est une expression négative et donc la dérivée, ce qui est entre parenthèses est négative, et je peux déduire finalement que sur 0, f' de x, il est négatif. Ça veut dire, j'ai la continuité, j'ai f de 0 fois f de 1 qui est négatif, j'ai f qui est strictement décroissant. Donc, ces éléments-là me permettent de dire solution unique. Il faut vraiment rappeler l'intervalle, hein, parce que sinon, la réponse ne va pas être complète et juste à 100%. L'équation admin solution, c'est toujours par rapport à un intervalle. Donc, f est strictement décroissant sur 0,1, oui, voilà, et solution unique sur l'intervalle, donc 0,1. C'est très bien. Donc, c'est ce que nous devons faire comme première, donc, comme travail pour répondre à cette question. Bien. Ensuite, alors, transformer l'équation E ou un problème de recherche de points fixes voilà, transformer l'équation E en pas un, mais plusieurs problèmes de recherche de points fixes sous les formes suivantes. Donc, nous avons une équation et nous voulons transformer cette équation en, c'est une équation f de x égale à 0, et nous voulons transformer cette équation en g de x égale à x. Évidemment, nous allons vous proposer des conditions sur g. Alors, f
l'équation E, exponentielle x carré moins 4x carré égale à 0, elle est de la forme f de x égale à 0. On veut le transformer en un problème de point fixe. Nous avons vu qu'il n'y a pas un seul problème de point fixe. L'équation, il n'y a pas équivalence. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. F de x égale à 0. Il n'est pas équivalent à g de x égale à x. C'est faux. Je peux développer f de x égale à 0 en plusieurs points fixes. G1 de x égale à x, G2 de x égale à x, et ainsi de suite. Et je peux transformer G de x égale à x en f de x égale à 0 en imposant à f d'être égal à g moins x. Donc ici, il y a cette seule possibilité-là de passer d'un problème point fixe à une équation f de x égale à 0. Il n'y a qu'une seule manière de le faire, c'est dire g de, f c'est g de x moins x, transposer, c'est bon. Par contre, ici, non, il n'y a pas une seule. Donc, on ne peut pas dire que c'est équivalent. Mais chaque problème peut être exprimé en fonction de l'autre. G f de x égale à 0, je peux trouver parmi tous les problèmes de point fixe un problème qui va me convenir. Et si j'ai un problème de point fixe, je peux le transformer en un problème de f de x égale à 0. Donc ici, pour travailler avec les mêmes arguments, on vous dit on veut transformer cette équation en équation avec racine carrée et exponentielle. Donc, j'ai exponentielle x au carré moins 4x carré égale à 0. Voilà, il faut bien analyser la question. Je veux que G1 doit contenir une racine carrée et exponentielle. Contenir une racine carrée, je dois analyser. Contenir une racine carrée, d'où va venir la racine carrée? Ben, je sais que elle doit venir de x carré. Oui, gx carré, je veux isoler x, donc je dois prendre une racine carrée. Donc, je vais dire que, à partir de cette écriture, 4x carré est égal à exponentielle x carré, je transpose, x carré est égal à exponentielle x carré sur 4, voilà. Et puis, x est égal à plus ou moins racine carrée. Ça, c'est très important de le signaler. Exponentielle x carré sur 4. Donc, en fait, c'est plus ou moins racine carrée d'exponentielle x carré sur 2, x. Donc, je peux considérer g comme l'une des deux fonctions. J'ai deux fonctions ici. G plus racine carrée et G moins racine carrée. Mais, est-ce que je vais considérer plus racine carrée ou je vais considérer moins racine carrée? Oui, j'ai donc notre camarade qui dit que je vais considérer plus racine carrée et non pas moins racine carrée. Les autres, ce que vous pensez? Est-ce que vous avez tous suivi ce calcul? X carré égale à exponentielle x carré sur 4, G, s'il faut le rappeler, x carré égale à A étant positif, c'est le cas ici. Donc, x, c'est soit racine carrée, soit moins racine carrée. Il ne faut pas oublier ça, x. Donc, c'est ce que j'écris ici. C'est plus racine carrée ou moins racine carrée. Mais maintenant, G1, c'est une fonction, pas deux. Est-ce que je vais choisir plus ou moins? G1 de x. Et si c'est plus, pourquoi? Si c'est moins, pourquoi? Je ne vois pas de réponse. Donc, G1, ça va... Oui, plus, mais pourquoi? C'est un peu
Euh, on peut essayer de vérifier les cas. Non, il y a une raison. Contractant. Il y a Par une exemple, raison. ici, X. Exponentielle x au carré sur 4 positif. Oui, mais ça change rien. Regardez, si vous avez x Pour G égal à... contractant. D'accord, je vais garder votre réponse un instant. D'abord, je vais répondre à votre camarade. Parce que exponentielle x carré sur 4 est positive. J'ai x égale à 9. X au carré égale à 9. Je vais dire x égale à 3 ou x égale à moins 3. 9, il est bien positif, sinon là, il n'y aurait pas de solution. Mais j'ai deux solutions pour cette équation. C'est 3 ou moins 3, parce que moins 3 au carré, c'est 9, et 3 au carré, c'est 9. Donc, même si là, c'est positif, vous ne pouvez pas dire que je vais prendre plus racine carrée. Non, parce que c'est une quantité positive, il me permet de mettre la racine. Mais pour mettre la racine, c'est positif, c'est bon. Mais j'ai deux solutions, plus ou moins. Comment je vais choisir? Oui, c'est bien plus. Mais la raison, il faut comprendre pourquoi. X carré sur 2, ou bien je peux le laisser à l'intérieur et mettre 4. D'accord? C'est bien plus, comme vous l'avez dit, mais pour raison. Pour dire, votre camarade a dit, pour que la fonction soit contractante. Là, on ne peut pas mettre la contractante comme condition de choix de x1. Ça, c'est de G1. Ça, c'est après, lorsqu'on va étudier la convergence. Mais là, il y a une raison toute simple. La solution x bar, elle appartient à quel intervalle? Elle appartient à 0, 1. Voilà. Donc, si je mets ici G négatif, la solution G1 de x égale à x va être négative. Et nous, on travaille sur 0, 1 maintenant. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi, c'est comme ça que je peux justifier que je vais choisir G1 égale à cette fonction. Voilà. Ensuite, 0, 1. Très bien, oui. Là, il y a votre camarade qui a répondu. Ça dépend de l'intervalle. Oui, c'est qu'il appartient à l'intervalle 1, 2. Non, ce n'est pas 1, 2, c'est 0, 1. D'accord? C'est qu'on veut que la solution soit positive. Dans 0, 1, il est positif. Donc, je ne peux pas prendre l'intervalle moins, je ne peux pas prendre G1 négatif parce que x bar égale à G1 de x bar. Si G1 est négatif, x bar va être aussi négatif. Mais là, la réponse est pour rester dans l'intervalle 0, 1. D'accord? Ça, c'est bien. Bien. Alors, deuxième problème, le point fixe, G2 de x égale à x, tel que G2 de x est une fonction définie par la fonction exponentielle et un polynôme de degré 2. Il n'y a pas de racine ici. Donc, comment je vais obtenir fonction exponentielle et un polynôme de degré 2? Comment je vais transformer mon équation? Monsieur, on fait plus x moins x. Pardon? On fait expo x carré moins 4x carré plus x moins x égale à 0. Voilà. Voilà, la méthode la plus simple, c'est à partir de f de x égale à 0. Voilà. À partir de f de x égale à 0, j'ajoute x de part et d'autre. J'aurai f de x plus x égale à x et je considère ça comme étant ma fonction g2. Pourquoi j'ai le droit de l'utiliser ici? Parce que c'est exponentielle x carré moins 4x au carré plus x. Donc, c'est fonction exponentielle, un polynôme second degré. Donc, G2, c'est cette fonction-là. Là, c'est la méthode, la transformation, elle est simple, elle ne pose aucun problème. J'ajoute x de part et d'autre et j'aurai ma réponse. Bien. Ensuite, oui, voilà, ici, g de x égale à 3. G3 de x égale à x, tel que G3 est une autre fonction à déterminer. On vous laisse la possibilité de déterminer. Est-ce que vous avez trouvé d'autres fonctions? Qui a pensé à une autre fonction? Exponentielle x carré
moins 4x au carré égale à 0, qui a obtenu une autre transformation. Nous avons la première avec racine carrée, nous avons la deuxième avec fonction exponentielle et un polynôme de second degré. Quelqu'un a trouvé une autre transformation? Non, monsieur. Oui, en utilisant quoi? Non, monsieur. Il y a un écho, j'arrive pas à t'entendre donc parfaitement et à déchiffrer ta réponse. Non, merci, je ne vois pas. Est-ce que tu peux écrire ta réponse? Comme ça, donc, je vais pouvoir la noter. Et les autres aussi, si vous avez des réponses, si vous avez d'autres transformations, essayez de l'écrire dans la discussion. Est-ce qu'on ne peut pas diviser par x? Notre camarade dit, est-ce qu'on peut diviser par x? Un premier problème, c'est que nous travaillons dans l'intervalle 0, 1. Donc, il y a possibilité que x prend la valeur 0. f de x égale à moins x. Je n'ai pas compris la réponse présentée par Houda. f de x égale à moins x. Là, oui, j'ajoute x de part et d'autre, ça ne va pas me donner f de x moins x, mais ça va me donner f de x plus x. C'est le choix précédent. Alors, regardez ce que nous avons. Nous avons ajouté la première transformation qui est la plus simple, ajouter x et là. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Nous avons transformé et isolé x à partir de ce terme. Est-ce que nous pouvons isoler x à partir de ce terme? C'est ce qui nous reste. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, regardez. La première chose, c'est de dire f de x plus x égale à x. Là, nous l'avons déjà vu. Nous avons isolé x à partir de cette écriture. Ça a donné la racine carrée que nous avons vue pour G1. Maintenant, est-ce que je peux isoler x à partir de ce terme-là? Je vais pouvoir exponentielle. Oui, Voilà, exactement. Exponentielle x carré égale à 4x au carré. Je peux utiliser ln. ln de Voilà. X carré égale à ln de 4x carré. Bien sûr, en supposant que x différent de 0, ça c'est une autre histoire. Et dire x, c'est plus ou moins racine de ln. Bien sûr, s'assurer que c'est positif. Voilà, il y a beaucoup de conditions. Voilà. Donc, voilà une méthode pour faire le travail. Donc, vous voyez que là, on essaye de vous pousser à réfléchir à d'autres méthodes de transformation. Mais ce ne sont pas les bonnes méthodes. La bonne méthode ou les deux bonnes méthodes, c'est ce que nous avons déjà vu. C'est on multiplie par ln. Oui, si on utilise ln. Hein, ce n'est pas on multiplie, c'est on applique. On applique ln. Oui, vous avez raison, Youssef. Voilà. Alors, ensuite, l'idée est de vous montrer qu'on peut, en fait, pour transformer une équation f de x égale à 0 ou un point fixe, nous avons plusieurs choix possibles. Mais ces choix ne sont pas tous pratiques. C'est l'objectif de la question suivante. Écrire les schémas numériques pour calculer x bar utilisant G1 et G2, PF1 et PF2, exécuter les calculs des 4 premières itérations, étudier la convergence et nous allons, et là j'arrive à la réponse de votre camarade tout à l'heure, nous allons constater qu'une méthode converge tandis que l'autre non. C'est là le problème, c'est-à-dire que le choix, oui, il y a plusieurs transformations possibles, mais ce n'est pas dans tous les cas que la transformation va converger.